Bonjour, comme dernier cours dans le chapitre thyroïde, toujours dans les cours destinés pour les étudiants en médecine 5e année, la faculté de Batna, nous allons voir ensemble le cours des hyperthyroïdies. Comme définition, l'hyperthyroïdie a plusieurs nominations. Elle peut être appelée donc thyrotoxicose ou bien thyréotoxicose, mais dans l'ensemble, c'est le même syndrome. C'est un syndrome clinique causé par un excès d'hormones donc circulantes thyroïdiennes, que ce soit la thyroxine libre ou la triiodothyronine libre ou bien les deux hormones. Sur le plan éthiopathogénique, on distingue 7 entités. La première, c'est la cause auto-immune, où à l'occasion d'une stimulation permanente des cellules thyroïdiennes par des immunoglobulines, qu'on appelle les Thyroid Stimulating Antibodies, ou bien les TSI, donc ces immunoglobulines vont agir sur les récepteurs de la TSH et vont la stimuler en permanence. 4 hypothèses expliqueraient l'action donc de ces immunoglobulines. D'abord, l'hypersynthèse des récepteurs de la TSH, ou bien des anomalies des lymphocytes T. On peut avoir aussi une formation du réseau idiotype anti-idiotype au niveau des récepteurs de la TSH qui pourrait expliquer l'action de ces immunoglobulines. Et enfin, donc de façon très rare, on peut incriminer le rôle de certains antigènes bactériens. Deuxième cause, c'est la pathologie tumorale. Et là, on retrouve l'adénome toxique et le goitre multinodulaire toxique. On verra dans plus de détails à la fin du cours. Troisième entité, c'est la pathologie inflammatoire. Et là, on retrouve la thyroïdite subaiguë de Carvin et la thyroïdite chronique d'Hashimoto. L'hyperthyroïdie peut être induite par l'iode, donc soit elle survient sur un goitre préexistant ou bien sur une glande saine. Et là, on distingue deux types d'hyperthyroïdie, de type 1 et de type 2. Ça peut être aussi dû à une pathologie paranéoplasique et c'est le cancer qui va sécréter une substance thyrostimulant telle que le cancer bronchique essentiellement. Ça peut être dû à des tumeurs hypophysaires, mais elles sont exceptionnelles et elles sont de pronostic sévère. L'hypersécrétion de la TSH va entraîner une hyperstimulation de la glande thyroïde. Elle peut être d'origine factice, c'est-à-dire secondaire à la prise clandestine d'hormones thyroïdiennes. Ou bien elle peut être due à une entité qui est exceptionnelle, c'est le goitre ovarien toxique qu'on appelle le stroma ovarii. C'est une tumeur bénigne de l'ovaire et sur le plan embryologique, c'est un dysembryome mature qui contient un tissu thyroïdien mature. Qu'en est-il de la physiopathologie des hyperthyroïdies? Il faut savoir que cette thyrotoxicose peut être due à 3 principaux mécanismes. Le premier, c'est l'augmentation de la synthèse d'hormones thyroïdiennes par activation du récepteur de la TSH qu'on retrouve au cours de la maladie de Basedow, dans le goitre multinodulaire toxique, dans les hyperthyroïdies dépendantes de la TSH telles que les adénomes hypophysaires, bien les adénomes thyréotropes, ou bien elle est due à une hyperthyroïdie par surcharge iodée secondaire à la prise le plus souvent d'amiodarone. Deuxième entité, c'est la destruction des vésicules thyroïdiennes avec libération d'hormones préformées dans la circulation sanguine. C'est le cas des situations de thyroïdite subaiguë de Carvin, la thyroïdite silencieuse auto-immune, bien la thyroïdite du postpartum, et les thyroïdites d'origine iatrogène ou médicamenteuse secondaire à la prise d'interféron alpha ou bien à la prise d'amiodarone. Troisième physiopathologie, c'est l'administration exogène d'hormones thyroïdiennes, comme on l'avait dit, soit par prise clandestine d'hormones thyroïdiennes, soit par l'utilisation d'un traitement freinateur par la T4 qui va être inadapté, c'est le cas des cancers de la thyroïde. On est obligé de donner une dose de levothyroxine afin d'atteindre un objectif de la TSH bien précis et dans certaines situations, on peut passer de la limite normale vers le freinage. Mais son adaptation, l'adaptation du traitement par la levothyroxine permettra le retour à l'euthyroïdie. Il peut s'agir aussi de thyrotoxicose factice. Qu'en est-il du diagnostic positif? Il existe des circonstances de diagnostic. C'est une pathologie qui survient habituellement sur un terrain neuropsychique un peu particulier, fait d'une anxiété de longue date, avec une prédisposition familiale et génétique. C'est une pathologie qui peut être déclenchée par un choc psychoaffectif, essentiellement la perte d'un être cher ou bien une situation familiale ou professionnelle qui est conflictuelle. Les motifs de consultation les plus fréquents sont souvent l'amaigrissement, les palpitations et les bouffées. Quand le tableau se complète à la période d'état, le patient peut présenter une hyperthermie qui peut aller jusqu'à 38 degrés. Son asthénie, elle est constante. Son amaigrissement est spectaculaire. Il est rapide. Il est donc important. Il est paradoxal avec un appétit qui reste conservé.
Cet amaigrissement touche les muscles proximaux avec une fente musculaire quadricipitale, d'où donc un signe de tabouret qui est donc positif. Donc on demande au malade de s'accroupir, donc sans avoir recours ou bien sans utiliser donc ses mains. Si le malade arrive à le faire et à se relever sans avoir recours à une chaise ou bien à une personne à côté, donc le signe de tabouret est dit donc négatif. Mais si le malade n'arrive pas à se relever après donc son accroupissement, donc on parle d'un signe de tabouret qui est positif. On peut avoir aussi des signes digestifs, un type d'accélération du transit avec donc des diarrhées qui on peut avoir des troubles neuropsychiques qui peuvent aller de la nervosité donc jusqu'au délire. On peut avoir des signes cutanés qui amènent le patient à consulter chez le dermatologue, un type de prurite isolé d'une peau moite et d'une sudation qui est profuse. Le patient peut consulter chez le cardiologue pour une tachycardie de repos qui est constante et régulière et qui s'accentue à l'effort, ou bien pour un érythmisme cardiaque fait de palpitations et d'un pouls qui est ample et bien révèle donc la synergie cérébrale, et dans ce cas donc le malade n'arrive pas donc à suivre le mouvement vers le bas, et la troisième elle montre donc l'œdème donc rétro-orbitaire. Les autres signes qui peuvent s'associer à côté donc, de tout ce qu'on vient de citer, c'est l'existence d'une thermophobie, une asthénie sexuelle avec des troubles des règles, une gynécomastie donc chez l'homme. On peut avoir un goitre associé, mais il peut être aussi absent. Et on peut avoir donc un retentissement donc osseux qu'on appelle l'acropathie, qui est caractéristique de la maladie de Basedow, et c'est une néoformation osseuse donc qui se localise au niveau donc du périoste. Pour les explorations paracliniques, donc le diagnostic est très simple. On aura des taux élevés d'hormones thyroïdiennes circulantes avec un taux de TSH qui va être effondré. On peut être amené à doser les anticorps antithyroïdiens à type d'anti-TPO et anti-TG et qui sont de positivité inconstante en fonction de l'étiologie. On peut être aussi amené à demander le dosage des anticorps antirécepteurs de la TSH et qui seront positifs dans la maladie de Basedow. L'échographie, elle fera la confirmation du diagnostic par l'existence d'un volume thyroïdien qui est augmenté, avec une vascularisation aussi élevée en mode Doppler, donnant ce qu'on appelle la classique image ou bien la classique photo de thyroïde infernal. La scintigraphie, si on la réalise, elle est d'un grand apport pour le diagnostic étiologique. Donc, vous pouvez voir sur cette plaque donc 4 petites photos. La première photo en haut et à gauche révèle donc une fixation diffuse, donc qui est identique au niveau des deux lobes, donc c'est une fixation qui est normale. La photo qui est toujours en haut et à droite, elle révèle donc l'existence donc de zones de non-fixation et de zones qui sont hyper fixantes. Donc elle ne révèle pas la classique forme en aile de papillon. On appelle donc la thyroïde en damier. Donc c'est les caractéristiques de la thyroïdite d'Hashimoto. En bas et à gauche, donc on peut voir l'absence de fixation. Donc on voit vraiment très loin donc la fixation des deux lobes. Donc c'est une on l'appelle pratiquement une scintigraphie blanche où la fixation donc elle est très diminuée. On peut la voir dans la thyroïdite donc subaiguë de Decarvin, bien dans les hyperthyroïdies induites par l'iode. Et enfin, en bas et à droite, on peut voir une fixation qui est homogène, qui est diffuse et qui est donc augmentée. C'est la classique donc maladie de Basedow. On peut avoir d'autres signes révélateurs donc, qui sont considérés comme des éléments d'orientation. Donc on fait un bilan lipidique et vu l'exagération du catabolisme dans l'hyperthyroïdie, on aura une baisse du cholestérol total. On fait un dosage de la glycémie et vu l'augmentation de la glycogénolyse dans l'hyperthyroïdie, on aura une hyperglycémie à jeun. On peut avoir une leuconeutropénie et une hypercalcémie. Qu'en est-il maintenant du diagnostic différentiel? Sur le plan clinique, il y a plusieurs pathologies qui peuvent porter confusion avec l'hyperthyroïdie, telles que l'éthylisme, surtout si on est en phase aiguë ou bien en phase de sevrage. Le phéochromocytome, qui est donc une tumeur de la médullosa surrénale qui sécrète des catécholamines, elle peut donner un tableau qui simule le tableau de la maladie de Basedow avec une tachycardie, amaigrissement et nervosité vu la sécrétion des catécholamines. On peut avoir un tableau de pseudo-hyperthyroïdie dans le syndrome d'hyperexcitabilité des bêta-récepteurs.
Donc en voulant un malade qui est sous bêta-bloquant et qu'on veut, pour lequel donc on diminue, bien on arrête brusquement, donc les bêta-bloquants peut donner un syndrome d'hyperexcitabilité. Et enfin, le syndrome du climatério ou bien de la ménopause, après ménopause, on peut avoir des bouffées de chaleur et des palpitations qui peuvent simuler un tableau clinique d'hyperthyroïdie. Mais toutes ces étiologies peuvent être donc infirmées par un dosage donc des hormones thyroïdiennes de la TSH qui vont se révéler donc normaux. Sur le plan hormonal, on peut avoir certaines situations où on a une augmentation isolée de la FT3. Elle s'observe essentiellement dans certaines zones de carence iodée où on aura donc une préférence vers la formation de la T3 donc pour économiser donc l'atome d'iode. On peut avoir dans certaines situations aussi une augmentation isolée de la T4 sans hyperthyroïdie. On peut la retrouver dans les maladies psychiatriques, chez les sujets qui vivent en altitude, chez les patients qui sont sous amphétamine et dans certaines situations, on utilise du propranolol qui est un bêta-bloquant à forte dose. Toujours sur le plan hormonal, le diagnostic différentiel peut se porter avec les situations en abaissement isolé de la TSH au cours de la grossesse et au cours de l'utilisation des glucocorticoïdes et dopaminergiques donc de longue durée. Et enfin, peuvent avoir artificiellement une élévation de la T4 et la T3 par la présence des anticorps anti-T3 et anti-T4, mais en essayant donc de refaire donc le dosage, donc cette anomalie va disparaître. Passons maintenant au volet étiologie. Étant donné que la principale étiologie de l'hyperthyroïdie est la maladie de Basedow, donc on va commencer par cette entité étiologique qui se manifeste par des signes classiques d'hyperthyroïdie auxquels s'associent donc certains signes caractéristiques qui sont donc l'ophtalmopathie faite d'une exophthalmie qui peut apparaître donc tardivement ou précocement et elle est éventuellement donc unilatérale, auquel s'associe un goitre diffus et la caractéristique d'être vasculaire, avec des anticorps antirécepteurs de la TSH qui sont positifs. Donc si vous voulez confirmer donc l'étiologie qui est la maladie de Basedow, il faut avoir l'association donc de signes d'hyperthyroïdie, d'ophtalmopathie basedowienne, d'acropathie basedowienne dans certaines situations, un goitre diffus et vasculaire avec des anticorps antirécepteurs de la TSH qui sont positifs. Deuxième entité étiologique, c'est le nodule toxique de Plumer ou bien l'adénome toxique. Donc il y a aussi donc, le même tableau clinique d'hyperthyroïdie, mais il n'y aura pas d'exophthalmie, ni de signe d'atteinte auto-immune. Et à la palpation donc, de la thyroïde, on retrouve un seul nodule, plus ou moins volumineux, isolé et indolore. Et quand on fait donc, une scintigraphie thyroïdienne, elle montre l'existence d'un nodule chaud hyperfixant, alors que le reste de la thyroïde va être freiné ou non visible. Ici, on peut voir un nodule toxique donc, à l'inspection qui est unique et volumineux. L'échographie donc, révèle l'existence d'un nodule plein. Et quand on fait donc, le Doppler, le nodule est très vascularisé. Pour le goitre multinodulaire hétérogène donc toxique, il a aussi donc, on retrouve le tableau d'hyperthyroïdie, mais le malade vous révèle l'existence d'un goitre ancien. Qui n'a pas été donc suivi, qui n'a pas été donc traité. Le goitre est plus ou moins volumineux, hétérogène et bosselé. Et quand on fait la scintigraphie, on se retrouve donc avec des nodules qui sont hyperfixants et d'autres qui sont donc hypofixants. Dans les hyperthyroïdies par surcharge iodée, donc on peut demander au malade par l'interrogatoire s'il a pris donc certaines médications à type d'amiodarone, les produits de contraste, c'est-à-dire la réalisation donc dernièrement d'une imagerie utilisant donc, un produit de contraste, s'il a pris du Lugol ou bien s'il a utilisé la bétadine pour désinfecter. Sur le plan clinique, on a le tableau d'hyperthyroïdie pure auquel donc s'associe dans certains cas une arythmie donc fréquente qui confirme donc que le malade a été mis donc par un traitement antiarythmique plus souvent qui est l'amiodarone. Les examens paracliniques, surtout donc la scintigraphie, donc va révéler l'existence d'une thyroïde qui a été saturée en iode, donc elle ne va pas capter, donc on parle de scintigraphie donc blanche, et l'échographie elle révèle l'existence d'une thyroïde augmentée de volume. Et dans ce cas, on ne va pas doser l'iodémie parce qu'elle n'est plus d'intérêt, mais on va doser l'iodurie qui va confirmer l'existence d'une surcharge iodée. Qu'en est-il de l'évolution des complications?
La régression peut donc se faire donc spontanément dans certaines situations de thyroïdite donc de 2 quart 20, certaines situations de prise d'iode ou bien lors du 3e trimestre de la grossesse, mais l'évolution se fera par poussée dans la maladie de base d'eau et avec possible aggravation progressive si le traitement n'a pas été mis en route, avec des complications dramatiques. Ces complications peuvent être d'ordre cardiovasculaire, à type de troubles du rythme d'insuffisance cardiaque. Elles peuvent être oculaires, donc allant de l'ulcère de la cornée donc jusqu'à l'exophthalmie maligne. On peut avoir des complications neurologiques, psychiatriques qui peuvent aller jusqu'aux états confusionnels et des complications aussi. Les complications hépatiques sont faites essentiellement de l'ictère et on peut avoir des myopathies avec un pseudopathie. Passons maintenant au volet thérapeutique. Donc le traitement aura pour but de réduire l'hyperfonctionnement de cette glande thyroïde, de réduire les conséquences de cette hypersécrétion d'hormones thyroïdiennes et de prévenir les éventuelles récidives. On a des thérapeutiques non spécifiques. Donc première attitude, c'est de demander aux malades de se reposer. C'est un repos physique et psychologique. On peut être amené à utiliser des anxiolytiques non systémiques tels que l'enzine. On peut avoir recours aux bêta-bloquants qui vont supprimer les symptômes adrénergiques, et le bêta-bloquant le plus efficace est le propranolone. Il n'est pas cardiosélectif, il a la particularité d'agir en plus de son action sur les symptômes adrénergiques, il bloque la transformation de la T4 en T3. Donc ce sont des comprimés de 40 mg, on commence progressivement par un demi-comprimé, donc on augmentera par palier en fonction de la réponse clinique. Le traitement spécifique fera appel aux antithyroïdiens de synthèse qui vont inhiber donc les 2 premières étapes de l'hormonosynthèse qui sont l'oxydation et l'organification de l'iode. Sans oublier qu'ils peuvent avoir un petit effet sur les immunoglobulines thyroïdiennes. Le benzothiouracil, donc en plus de son effet donc sur les 2 premières étapes de l'hormonosynthèse thyroïdienne, réduit la transformation de la T4 en T3. Les produits qui sont disponibles donc en Algérie, c'est le carbimazole, des comprimés de 5 mg, et le Basdin, comprimé à 5 mg. Néanmoins, le carbimazole à 20 mg et les propylthiouracil ne sont pas disponibles. Le traitement d'attaque, donc, c'est de commencer par de fortes doses d'antithyroïdiens de synthèse, donc jusqu'à 60 mg par jour, réparties donc par prise, mais on peut les prendre en prise unique. La durée du traitement d'attaque varie en fonction de la réponse clinique et biologique, et normalement, les hormones thyroïdiennes doivent revenir à la normale, et la TSH prendra un peu plus de temps pour se normaliser. La surveillance donc, va se baser sur la disparition des signes cliniques et la reprise du poids. On doit rechercher les effets secondaires des antithyroïdiens de synthèse, essentiellement leurs effets hématologiques qui sont la leucopénie et la granulocytose. Et donc ces effets donc, vont amener le médecin à arrêter le traitement si le taux donc, de polynucléaire neutrophile est inférieur à 1500 par millimètre cube. C'est pour cela qu'il faudrait réaliser dès l'initiation du traitement par les antithyroïdiens un dosage ou bien une formule de numération sanguine donc pratiquement chaque semaine, donc puis de façon mensuelle. Le malade peut présenter donc des réactions allergiques. Et dans ce cas, on peut remplacer le nomercazole par une autre classe donc, thérapeutique. La durée du traitement donc, est variable en fonction donc, de la réponse clinique et donc, biologique. Dans les cas où le malade présente des réactions allergiques ou bien des effets secondaires hématologiques, on aura recours aux corticoïdes qui vont inhiber la conversion périphérique de la T4 en T3. À côté des antithyroïdiens de synthèse, deuxième arme thérapeutique, c'est le traitement par l'iode radioactive ou bien l'irathérapie qui va entraîner une thyroïdectomie isotopique d'effet donc retardé. Elle n'a pas de risque, il n'y a pas de risque carcinogène ni génétique, mais elle reste contre-indiquée chez la femme enceinte. Le résultat est obtenu dans un délai moyen de 2 mois et dans ce délai moyen, le malade peut rester en hyperthyroïdie pour cela. Donc on peut associer les antithyroïdiens de synthèse jusqu'au retour à l'euthyroïdie. Dernière arme thérapeutique, c'est le traitement chirurgical. Et on a 2 méthodes, la thyroïdectomie subtotale, mais elle a ses risques, et c'est la thyroïdectomie totale qui est le plus souvent la plus adaptée.
Les indications de traitement chirurgical, ce sont les goitres volumineux, hétérogènes, plongeants ou fixants. Au cours de la grossesse, si on doit être amené donc à agir chirurgicalement, donc ceci doit se faire au cours du deuxième trimestre. Au préalable à toute chirurgie ou bien à toute irathérapie, on doit obtenir le thyroïdie avec une surveillance rapprochée, vu qu'on peut avoir des complications dans le post-op qui sont donc essentiellement représentées par l'hypothyroïdie, l'hypocalcémie et l'atteinte donc récurrentielle, bien la paralysie récurrentielle. Le traitement des complications donc doit se faire parallèlement au traitement de l'hyperthyroïdie. Si on a une cardiothyroïdose, on peut agir par l'anticoagulation ou bien par la cardioversion. Si on a une exophthalmie sévère, on peut commencer par des gestes simples, des décongestions diurétiques, essayer de demander au malade de surélever la tête donc du lit, on peut utiliser des anti-inflammatoires et on peut aussi être amené au stade ultime à faire une décompression par la chirurgie. La crise aiguë donc thyrotoxique donc sa prise en charge se fera en soins intensifs, on la verra donc juste après. Pour le traitement des autres formes, donc le nodule toxique ou bien l'adénome toxique, donc son traitement va être radical, soit la chirurgie, soit l'irathérapie si on est face à une personne âgée avec une atteinte cardiaque. Le goitre multinodulaire toxique, on ne discute pas, donc c'est la chirurgie. Dans l'hyperthyroïdie induite par l'iode, le retour à l'euthyroïdie peut être obtenu spontanément sous couvert donc, de bêta-bloquants. Dans certains cas, on peut être donc, obligé donc, à mettre en route un traitement par les antithyroïdiens de synthèse ou bien par la corticothérapie. Les hyperthyroïdies secondaires à certaines tumeurs, le traitement donc, dépend donc, du traitement de l'étiologie. Donc si on est face à un cancer donc, du poumon, si on fait l'exérèse de cette tumeur donc, pulmonaire, on aura un retour à l'euthyroïdie. Et si on a des métastases, on aura recours à l'irathérapie. Pour l'hyperthyroïdie factice, on va essayer de convaincre le patient de ne pas prendre de façon clandestine les hormones thyroïdiennes. Passons maintenant à l'urgence thérapeutique retrouvée au cours des hyperthyroïdies non traitées correctement ou bien traitées donc non traitées correctement, ou bien dans certaines situations où les malades arrêtent complètement leur traitement. C'est la complication la plus grave et la plus fatale qui est la crise aiguë donc thyrotoxique. Sa présentation clinique, elle est brutale. Le patient présente une hyperthermie donc constante qui peut atteindre les 41 degrés, des signes neuropsychiques extrêmes, des signes cardiovasculaires donnant un tableau de cardiothyréose avec des troubles du rythme et même une insuffisance coronarienne. On peut avoir des signes digestifs aussi bruyants, faits d'une diarrhée donc incorrigible, et des signes de thyrotoxine. Donc, comme vous pouvez le voir, on a donc toute une liste de manifestations cliniques dominées essentiellement par l'hypersudation et la nervosité et la tachycardie dans 100%. Dans les formes graves, on peut avoir des patients qui viennent au stade d'insuffisance hépatocellulaire ou bien au stade donc, de crise convulsive avec un fractus cérébral ou bien dans un tableau de syndrome de défaillance minérale. Les circonstances de survenue, bien les facteurs donc recherchés, c'est le plus souvent une hyperthyroïdie déclenchée par une affection intercurrente, surtout les infections, par une chirurgie où le malade a été mal préparé, c'est-à-dire on n'a pas obtenu le thyroïdie, la prise de certains produits iodés au cours de la grossesse, et si le malade arrête. Sur le plan biologique, le tableau donc, est parlant. On a une TSH qui est basse, avec des hormones thyroïdiennes qui sont donc élevées. Il n'y a aucune corrélation entre l'intensité des signes cliniques et le taux d'élévation des hormones donc, thyroïdiennes. La prise en charge doit se faire rapidement en unité de soins intensifs ou en réanimation, vu que la mortalité peut atteindre jusqu'à 30%, et le traitement va être débuté même avant la confirmation biologique, c'est-à-dire clinique. Il faut donc traiter la crise aiguë-thyrotoxique en éradiquant la cause, qui est l'infection dans certains cas, et un traitement symptomatique. Le but, c'est de réduire la biosynthèse donc des hormones thyroïdiennes par les antithyroïdiens de synthèse, inhiber la libération hormonale en utilisant l'iode ou bien le lugol, inhiber les effets périphériques des hormones thyroïdiennes en utilisant des bêta-bloquants par voie intraveineuse, pour avoir recours, en certains cas, dans les situations extrêmes, à la corticothérapie, aux échanges plasmatiques, et puis après à la thyroïdectomie. L'hydratation des patients se fera par voie intraveineuse. On essaiera de corriger rapidement les troubles électrolytiques. On utilisera une vessie de glace et on évitera les salicylés pour lutter contre l'hyperthermie.
On utilisera les benzodiazépines pour lutter contre l'agitation et on peut être amené à intuber ou bien à ventiler le patient. Donc le traitement spécifique porte sur 3 axes: réduire la synthèse des hormones thyroïdiennes, réduire la quantité d'hormones thyroïdiennes qui sont dans la circulation sanguine et inhiber les effets périphériques de ces hormones thyroïdiennes. En voulant réduire la synthèse des hormones thyroïdiennes, on utilisera les antithyroïdiens de synthèse par voie orale et à forte dose. C'est surtout le propyltiuracil et le Basden, et en cas de non-disponibilité, le néomarcazole jusqu'à 120 mg. Pour réduire la quantité d'hormones thyroïdiennes circulantes, on administrera l'iode minéral qui aura un effet immédiat et prolongé, c'est le Lugol, à raison de 10 à 30 gouttes 3 fois par jour. Et pour inhiber les effets périphériques des hormones thyroïdiennes, on fera appel au propranolone et à la corticothérapie, surtout s'il y a une insuffisance surrénalienne fonctionnelle associée. Cette corticothérapie permettra d'inhiber la conversion de la T4 en T3 et d'inhiber la destruction des vésicules thyroïdiennes. On peut être, dans les cas extrêmes, amené à proposer des échanges plasmatiques à type d'hémodialyse, ou bien une chirurgie thyroïdienne, ou bien à utiliser le perchlorate de potassium qui n'est pas disponible en Algérie pour assurer une vidange de la glande